Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire, l'histoire qui se raconte sans se la raconter. Je me trouve actuellement à Villevieux, au moulin dit du Haut. Ce moulin se trouve à 1 km de Blétran. Il est situé sur la Seyette ou Molette, qui est un bras de la Seille, cours d'eau au débit régulier, qui a permis l'installation tout au long des siècles de plusieurs moulins sur son cours d'eau. On en trouve à Villevieux, 3 en tout, on en trouve aussi à Ruffey et à Blétran. Les moulins ou minoteries hydrauliques ont représenté pendant plusieurs siècles l'essentiel de l'économie rurale. Ils étaient à l'origine de la chaîne alimentaire de nos aïeux qui reliait le blé, la farine et le pain. Au XVe siècle, le moulin du Haut est un moulin dit banal. Alors, qu'est-ce qu'un moulin banal? C'est-à-dire que c'est un moulin qui a été construit ici par le seigneur de Blétran, qui en attend un revenu. 1/24e de ce qui est moulu revient de droit au seigneur de Blétran. Alors, au XVIIe, XVIIIe siècle, ce moulin n'est plus la propriété directe des seigneurs de Blétran, qui se contentent de les louer, dans ce qu'on appelle un bail ou un cens. Alors, un moulin est un investissement avantageux. Il rapportait, pour le moulin du Haut, 2064 livres unité de compte pour l'époque. À titre de comparaison, quand j'avais fait le prieuré de Ruffey, ça ne rapportait que 500 livres par an. Si vous voulez encore un autre chiffre, un ouvrier journalier touchait 1 livre par jour. En 1631, le moulin de Villevieux est décrit comme un bâtiment fait de pans de bois, sauf le côté des roues qui est en pierre. Il possède en 1755 2 paires de meules et un battoir. Après la Révolution, les droits féodaux sont abolis, les moulins deviennent des propriétés à part entière. Vers 1857, on aménage un battoir. Aux années 1868-1869, un déversoir de 7 mètres avec vanne de décharge se substitue à l'unique vanne de décharge placée à 13 mètres en amont. 1872, Firmin Rousset vend le moulin pour 40 000 francs aux frères Carmentran, déjà propriétaires du moulin du Bas. 1874, le moulin échoit à Aristide et Alfred. Avec l'huilerie du moulin du Bas, ils reconstruisent alors la partie nord, moulin et habitation, et édifient dans la cour un bâtiment agricole. En 1880, on parle d'un bâtiment neuf en pierre, couvert en ardoise, de 3 niveaux avec une grange et une écurie, et qui commence à ressembler au bâtiment que l'on connaît actuellement. En 1902, le moulin est revendu à Maxime Cornier, d'une famille de meuniers de Chapelle-Volant. Le moulin va rester dans cette famille jusqu'à sa vente en 1978. On va y trouver donc son gendre, René Buatois, puis son petit-fils, Roger. Les années 1920 sont des années où l'électricité se répand. La compagnie électrique en profite pour racheter les moulins qui en produisaient. Le moulin du Haut, lui, n'a jamais produit d'électricité. Vers 1927, les Buatois installent 3 appareils à cylindres pour le blé et 2 paires de meules pour les céréales secondaires. Suivi en 1934 de 3 appareils à cylindres. Le moulin achève sa modernisation en 1969 avec de nouveaux équipements à cylindres et planchisteurs. Je rappelle que ces derniers ont été inventés par les Hongrois vers 1860 et introduits en France dans les années 1880. Le moulin du Haut reste en activité, comme je l'ai dit, jusqu'en 1978, date à laquelle il est acheté par Jérôme Martin et Sylvain de Peteta en 2005. Mais écoutons l'histoire de leur arrivée. Allez, c'est parti. Donc, comment avez-vous découvert le moulin de Villevieux? Alors, on a découvert le moulin de Villevieux, Sylviane donc, est céramiste et donc de Lons-le-Saunier, en traînant dans les villages autour. Elle est tombée sur une dame qui lui a dit bah là, il y a un grand bâtiment à vendre. Donc, en fait, Sylviane est venue le voir et après, elle m'a emmené un week-end. On a pu faire le tour avec les propriétaires donc de l'intérieur du moulin, mais sans voir l'appartement parce qu'ils n'avaient pas les clés. Et puis, dès qu'on a vu, on s'est dit bah ouais, on serait motivé pour acheter. Du coup, on a un peu tombé sur ce moulin par hasard. Au Ce, final. ce moulin vous a séduit parce que... Mais après, dans quel état il était en Moi, fait? j'aime bien les maisons de maître, en fait. Et donc, C'était ça, toi, une ardoise, maison de maître. Ouais. Et après, donc, il y avait le propriétaire qui tournait là, quand je suis arrivée. il était meunier, lui. Non, du tout. C'est le mari de La la fille fille du du meunier. Ok. Donc, il m'a fait visiter. Juste le bas.
Bien sûr, Pas bien ici, sûr. hein, pas l'appartement, mais juste la partie moulin à côté. Ben, j'ai dit c'est ça, tu vois. J'ai appelé Jérôme et puis lui aussi on a visité. La première maison est la seule qu'on ait jamais visitée. Et Pour dans quel acheter. état était le moulin? Quasi comme maintenant. Au niveau donc intérieur des machineries, bah, quasi comme maintenant, c'est-à-dire Ouais. le meunier apparemment avait arrêté dans les années 80 et en fait il avait fermé la porte et laissé tout le matériel en place, donc le moulin était quasiment dans cet état-là. Dans Par son jus, contre, d'accord. dans son jus, ouais. Parce qu'il Et puis, habitait en face à cette maison. puis le bâtiment, lui, il était en bon état. Après, on a fait passer plusieurs charpentiers parce qu'il y a beaucoup de bois quand même, la structure et tout, et on nous a dit que oui, d'ici une dizaine d'années, il aurait fallu faire la couverture en ardoise qui avait presque De toute façon, ça fuyait son jusque siècle. dans la chambre. Et puis après, oui, donc il commence à y avoir des fuites qui ont été jusque dans la chambre. Donc nous, les gros travaux qu'on a fait, c'est refaire le toit, quoi, toute la couverture. Et votre arrivée, c'est quelle date? 2005. 2005, on a refait le tour en 2015. Donc le toit 2015. Très bien. Alors c'est un moulin qui fonctionne, donc c'est un moulin à farine. Il est sur quel affluent? Alors il est sur la Sayette, qui est donc historiquement un bras de la Seille, qui prend naissance à la planche de Juin, un petit peu avant Ruffey-sur-Seille. Et donc il a été aménagé aux alentours de 1400 par des moines pour conserver l'eau donc hiver comme été et alimenter. Il y avait une dizaine de moulins, donc ça prend sa source donc à Arlay, à la planche de Juin, et ça se rejette vers Frangy-en-Bresse. Donc ça fait presque 25 km avec des parties méandrées et des parties plus droites où il faut aménager les moulins. Et du coup, il y avait à peu près une dizaine de moulins sur ces 25 km de Sayette. Les moulins peuvent être positionnés de deux façons différentes. La première, soit ils sont posés directement sur un des bras d'une rivière, comme ici le moulin du Haut, posé donc sur la Sayette ou Molette, soit c'est un canal, appelé canal de dérivation, qui amène l'eau directement au moulin. On trouve aussi deux installations. La première, la roue à aube ou à auget, c'est-à-dire que l'eau est précipitée sur la roue et par gravité, cette dernière va entraîner la meule. Soit le moulin est pourvu d'un moteur hydraulique, comme celui du haut, c'est-à-dire c'est un moteur rotatif qui convertit l'énergie d'un flux d'eau en énergie mécanique. Écrasé, pulvérisé, cisaillé, la mouture passe d'abord vers des broyeurs, puis ensuite des convertisseurs cylindres, et après est amené vers des blanchisteur ou bluterie à plat qui tamise la farine. Je me trouve au premier étage du moulin du Haut. Alors il y a derrière moi tout le système, tout le matériel. C'est la partie traditionnelle des moulins. Alors, il faut distinguer deux sortes de meules. Les meules dites françaises et celles anglaises. Alors, pour les meules dites françaises, ce sont des meules qui sont faites en grès ou en calcaire. Elles sont parfois très lourdes, certaines peuvent peser 1 tonne. Et les meules dites anglaises. Alors, une meule anglaise, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une meule qui a été fragmentée, cassée pour certaines, qui ont été ragréées avec du ciment et cerclées de fer. On distingue aussi deux catégories de meules. La meule gisante ou dormante. Alors cette meule gisante et dormante, elle est en général placée en dessous de la meule active. Elle est percée en son centre par une tige appelée tête de mort et elle est reliée à la meule tournante qu'elle entraîne. Écrasée, cisaillée, pulvérisée, la mouture passe entre les deux meules et est convertie en farine dite intégrale. Alors, forcément, ces meules, au cours du temps, devenaient moins abrasives. Il faut donc souvent les repiqueter. C'est le travail du rabillard. Alors, le rabillard, qu'est-ce que c'est? En général, c'est un ancien meunier qui fait le tour des moulins en hiver et qui, avec une tige qui a été appointée par un forgeron, va rendre à nouveau les meules beaucoup plus abrasives. Il va les piqueter pour les rendre beaucoup plus abrasives. Alors, c'est un travail qui est long, qui est fastidieux. La plupart du temps, ça se fait en hiver. En période de forte demande, le meunier pouvait travailler des jours et des nuits d'affilée. Il devait avoir le nez pour sentir des roulements qui chauffent ou une pierre qui tourne à vide, l'oreille pour évacuer la vitesse des tournants ou le débit du grain, et le toucher pour apprécier la finesse de la mouture. Moi, dans ce qu'on m'a raconté, et c'était la plupart du temps la même chose pour les meuniers, pour mon grand-père qui était minotier,
il couchait sur ses sacs de farine et se réveillait vers 3 heures du matin, où il dormait dans une petite pièce attenante, où il était averti du moindre danger. Une fois que la farine était faite, une sonnette avertissait le client que sa mouture était prête. Alors les paiements pouvaient se faire en nature. Le meunier prélevait 1 litre sur 10 amenés, ou en argent, mais argent comptant, bien sûr. Le moulin pouvait aussi organiser des tournées, c'est-à-dire c'était le travail du charretier, réputé pour sa force herculéenne, parce qu'il transportait des sacs énormes, qui faisait le tour des fermes avec ses chevaux. D'ailleurs, la plupart du temps, les chevaux connaissaient le sens des tournées. C'est un travail long, c'est un travail de 6 jours sur 7. Et enfin, dans les conditions pénibles de travail, il faut aussi mettre l'accent sur les risques du métier. La plupart du temps, le meunier passait, comme derrière moi, d'une échelle à une autre. La plupart des machines tournaient sans protection, d'où des risques d'accidents qui pouvaient être fréquents, voire très graves. Enfin, le meunier suivait le cycle des saisons. En été, il devait maintenir l'eau au niveau des berges, éviter qu'elle ne sèche, colmater éventuellement des brèches avec du fumier, de la paille ou du mâche-fer. Et en hiver, quand la rivière était en crue, maintenir l'eau au niveau des vannes et tenter de régler ainsi le débit de la rivière. Le XIXe siècle est celui des règlements d'eau, incitation à des constructions de déversoirs, règlements sur les vannes. Le XXe siècle et notre époque ont accentué les contraintes administratives, notamment avec la loi sur l'eau de 1984 qui impose pour le lit principal d'une rivière un débit réservé. Enfin, la continuité écologique, qui est une directive européenne introduite en 2000, vise pour partie à préserver la migration des poissons, mais souvent appliquée de manière excessive en ignorant l'histoire et la coexistence des moulins et des poissons. Les seuils et barrages sont accusés d'empêcher la migration des poissons, mais les moulins existent depuis des siècles sans causer leur disparition. Pourtant, les mesures de continuité écologique sont mises en place sans tenir compte des besoins des moulins, qui sont ainsi privés d'eau, souvent toute l'année, les empêchant ainsi de faire mouvoir leur machinerie ou participer de façon active à la transition énergétique. Ce qui séduit au Moulin du Haut, c'est un cadre qui allie l'eau et un édifice ancien. Il nous transporte dans des temps pas circulés, où ce moulin, avec les autres, participait à tout un écosystème mélangeant la nature, c'est-à-dire le blé, la farine, avec l'eau, dans des méthodes traditionnelles, loin du cadre des procédés industriels. Ce Moulin du Haut, grâce à sa mémoire de pierre, nous restitue une partie du patrimoine franc-comtois. Alors j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez trouver des tas d'informations, parce que beaucoup d'associations de moulins maintenant éditent des livres. Les moulins de la Seille, les moulins de la Bresse, les moulins de la Vallière, mais on en trouve dans toutes les parties de France. Il y a autant d'églises de toute façon qu'il y a de moulins. Et moi, je vous invite à ma prochaine émission, où là, cette fois, nous nous trouverons toujours dans le secteur de Villevieux, Ruffey, Blétrand, mais cette fois dans la période sombre de l'occupation allemande et plus glorieuse de la résistance, et je vous parlerai de 3 héroïnes, les sœurs Bergerot de Villevieux. À très vite.